C'est toujours un ravissement de vous savoir très nombreux à regarder Espace TV à cet instant 18h30. Regardez Club de l'Actu, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité dans toutes ses facettes, les faits marquants de la semaine avec les professionnels de médias, des journalistes venus des médias différents, notamment des télés, des sites d'information et des radios pour votre bonheur. Alors, en attendant les étapes de Kindia, Bokeh et Fria, les bulldozers du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire sont rentrés en opération cette semaine du côté de Dubreka. Plusieurs maisons, boutiques et magasins sont détruits. Quelle analyse les confrères font de ces opérations à travers le pays? C'est tout de suite dans le Club de l'Actu. Est-ce pour nécessité de procédures judiciaires ou juste une volonté de l'humilier? Le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, après qu'il se soit bien installé dans l'avion en partance pour Abidjan, où il devait prendre part aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, tout de suite, Cellou Dalein Diallo s'est vu sommé de quitter l'avion et son passeport retiré. Est-ce que vraiment une procédure est-elle en cours contre Cellou Dalein Diallo? C'est la question qu'on se pose encore ce week-end et tout de suite, vous allez le comprendre. Et pendant ce temps, ils sont malades, ils sont alités et ils demandent de l'aide. Ils demandent effectivement l'ouverture des procès. Je vais parler de ces détenus politiques. Il s'agit entre autres de Shérif Ba, de Ousmane Gawal Diallo, de Fonike Mengue, dont on nous apprend d'ailleurs sa sortie du centre de traitement. Il est testé ce soir négatif au Covid-19 après le traitement. La question se pose, les avocats français, et le visa leur est refusé de venir épauler leurs collègues guinéens. La question, on se la pose encore cet après-midi pour en discuter, décrypter, commenter. L'autre sujet, il l'a dit cette semaine, je vais bien parler du Premier ministre chef du gouvernement que je cite en partie. Dois-je mentionner que malgré la résilience dont nous faisons montre, les mois à venir vont être plus durs parce que les conséquences de la Covid-19 sur le plan international vont se ressentir. Comment on perçoit tout cela et qu'est-ce qui est déjà ressenti sur le terrain? La question se pose à mes 4 confrères cet après-midi. Il s'agit bien de Thierno Souleymane Diallo de Guinée News. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir. Bonsoir à tous. Mamadi Terna Kamisoko, il est rédacteur en chef à la RTG Boulbinet. Mamadi Terna Kamisoko, bonsoir. Bonsoir, c'est un devoir d'être là. Tcherno Amadou Kamara, il est administrateur général du site Guinée 114. Bonsoir à vous. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir également à Alpha Cabinet Sidime, lui il est l'administrateur général du site actuguinée.org. Bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Avant de développer tous ces titres énumérés, on va porter ce regard sur ce qui a fait la une des médias locaux cette semaine avec Djibril Ba. Bonsoir. Cellou Dalein de l'UFDG se voit à nouveau empêché de voyager, son passeport confisqué, titre à sa une, actuguinée.org, à l'aéroport ce mardi 16 mars 2021. Dalein dit avoir rempli toutes les formalités, aussi bien au niveau de la compagnie qu'au niveau de la police des frontières. Il est même resté 1 heure dans le salon business. Guinée 114 écrit « Urgent, Cellou empêché de nouveau de sortir du pays ». L'opposant cité par le site d'information estime que c'est une façon de gouverner autrement. Toujours sur la page de Guinée 114, Doussou Condé fait des révélations pour elle. Dalein a compris, le problème n'est plus M. Alpha Condé. Vous avez écouté le ministre des Affaires présidentielles dire à Cancan de faire très attention que le RPG doit se réorganiser parce qu'il ne faut pas qu'on ait le même sort que le PDG et le PUP, c'est après Alpha Sa. Mais est-ce que c'est le moment de le dire, s'interroge Doussou Condé. C'est de l'inélégance à l'inacceptable, barre à sa une, le lynx.net. Notre confrère rappelle que Alpha Condé fut réfugié à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal en Guinée pour échapper aux répressions des forces de l'ordre du général Lansana Conté, bien qu'ayant fait le siège des abords de la résidence, les policiers n'ont pas violé l'intégralité
l'intégrité, du territoire sénégalais que représente la résidence de l'ambassadeur lorsque le général Lansana Conté a accédé à la requête du président Diouf pour laisser l'opposant Alpha Condé quitter le territoire. C'est un vol spécial qui est venu chercher le réfugié. Blocage de Selou, Alpha Condé a dû être informé tardivement, lit-on sur le site de Yeli. Mais pourquoi humilier Selou Dalein? Guinée 7 s'interroge. Notre confrère précise que dans l'exercice du pouvoir, il est des méthodes qui ne sont ni républicaines, encore moins catholiques ou musulmanes, et qui pourraient avoir des implications négatives sur des relations qui, en principe, devraient être raffinées entre hommes politiques. Alpha Condé veut donc montrer à tout prix qu'il est le plus fort, conclut Mosaïque à sa une. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, plusieurs localités, dont l'île de Kassa, sont érigées en communes rurales, rapporte Convergence, gn.com. Il s'agit des localités de Guélibakoro, Linsan, Kourou, encore Balaya, deviennent désormais des communes rurales. Au total, 19 communes, précise la Guinée.info, sur la base des articles 143 et 145 portant l'organisation du territoire, que le vote relatif à l'érection de Kassa en commune urbaine et 18 autres localités en commune rurale. Dans les colonnes de Vision Guinée, le député Badiko cherche à savoir et demande au ministre de l'administration du territoire quelle sera la contribution réelle de ces localités au bien-être des habitants dans le contexte actuel. Le leader de l'Union des forces démocratiques estime que le projet de loi répond soit à des revendications communautaires comme au Fouta ou à des revendications de type clanique comme en Haute-Guinée. Ces décisions, selon lui, sont une manière de satisfaire les promesses électorales. Avec cette orientation, le pouvoir est en train d'ouvrir une boîte à Pandore qui ne contribue en rien à la cohésion des communautés et au progrès tant attendu. Merci donc à Djibril Baye à la rédaction de Espace TV. Chers confrères, vous avez suivi cette revue, la une des médias, tout consacré, on peut le dire, sur les faits qui ont touché Selou Dalein Diallo à l'aéroport. Puisqu'on a ça au menu, et la Guinée compte désormais de nouvelles communes, notamment Kassa, Thierno Suleiman. Est-ce que la nécessité, à votre avis, est là aujourd'hui quand on parle de développement à la base? Ben écoutez, nécessité, peut-être les autorités en ont vu. Par contre, au niveau des populations et même chez certains élus, la question reste posée parce qu'il se trouve que déjà des communes existantes existent, mais manquent de beaucoup de choses, pour ne pas dire de tout, y compris de sièges ou de bureaux pour les administrateurs. Donc, quand on tient compte du fait que déjà, il y a des communes qui existent depuis des dizaines d'années et qui pratiquement manquent de tout en termes d'infrastructures, jusqu'au bureau où les administrateurs, c'est-à-dire les préfets, les représentants de l'État, à ce niveau-là, je crois que... Je ne sais pas si c'est Guinée News qui le disait, le préfet, le gouverneur et autres, Farana. À Guinée News, on a parlé du cas de Farana. Ouais, qui sont en location. Figurez-vous que c'est une situation qui fait légion, même à Conakry ici. Nous savons qu'à un certain niveau, il y a des problèmes. Quand vous prenez du domaine de la justice, vous prenez comment on appelle le tribunal de première instance de Dixine, de Dixine entre autres. Oui. Ils sont en location. Donc, j'ai pas envie de gâcher la fête des populations de ces localités qui, je sais qu'il y en a qui s'en réjouissent, mais il faut se dire que si c'était un objectif visé, il est atteint, mais il y a une paire de manches, et la plus importante qui est attendue, parce que il faut que ces localités soient pourvues en tout, et c'est là que c'est... Oui, Mamadi Ternas Kamisoko, c'est vrai que la joie, elle est très grande dans ces localités érigées aujourd'hui en communes, mais on se demande bien, est-ce qu'il fallait aller maintenant, ou qu'est-ce qui est prévu concrètement pour leur développement, quand on sait que les charges, elles sont encore énormes, et il n'existe même pas les moyens. Bon, il faut dire que ça dépend d'une politique mise en place par le gouvernement, mais est-ce qu'il y a un temps défini pour cela? Je ne le sais pas. Ce que je sais par contre, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez beaucoup de communes rurales, beaucoup de districts du pays, c'est des gens qui ont une forte densité de la population, c'est des populations agropastorales qui font énormément de recettes,
des recettes qui peuvent vous permettre de booster le développement local. Peut-être que c'est ce côté que le gouvernement a regardé pour ériger beaucoup de districts en communes rurales, mais ce sont des suppositions. Mais ce qui reste clair quand même, il faut partir d'un constat. Aujourd'hui, le constat est fait de telle sorte que le développement puisse se faire à la base. Et ça, c'est une évidence avec la mise en place de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités. On a vu beaucoup de localités bénéficier des fonds permettant de booster leur développement. Et avec l'arrivée de ces communes, parce que l'ANAFIC vise quand même toutes les communes rurales, même les communes qui n'avaient pas quand même de ressources minières, peuvent profiter de ces fonds et les aider un peu dans le développement. Ce sont des choses qu'on va mettre. L'essentiel, c'est d'aller au développement, c'est de faire face aux préoccupations des populations à la base. Et il ne faut pas oublier un aspect également, c'est le côté densité que j'évoquais tout à l'heure. Moi, je connais beaucoup de sous-préfectures aujourd'hui qui ont notamment dans la préfecture de Séguiri, qui ont plus de 50 000 habitants. Oui. Une sous-préfecture qui a plus de 50 000 habitants mérite d'être érigée en préfecture selon quand même selon les normes définies. Mais il faut bien aussi que cette sous-préfecture après je crois il y a un chiffre défini pour ça. Je crois lorsqu'une population atteint entre 15 000 et 25 000, c'est moins 10 000. Voilà, moins 10 000, automatiquement, le district passe de district en sous-préfecture. Le cas Timbi Madina, par exemple. Et quand vous faites le constat aujourd'hui, il y a énormément de districts qui ont une forte densité, qui ont une population qui est dense. Qui est très dense, et c'est le cas dans beaucoup de sous-préfectures, des sous-préfectures même qui rivalisent avec des préfectures, des sous-préfectures qui dépassent leur préfecture. D'accord, oui, Tcherno Amadou Kamara, on sait quand même le cas de Timbi Madina, par exemple, qui, en termes de développement infrastructurel, de population, c'est un exemple que je donne. C'est l'une des plus grandes sous-préfectures de la Guinée. D'accord, avec plus de 60 000 habitants. Kintinia ne saurait être préfecture aujourd'hui à côté de Séguiri. Oui, la nécessité, à votre avis, aujourd'hui, de l'érection de toutes ces... de tous ces districts en commune rurale. Oui, moi je pense que la question que vous posez est pertinente, la question de l'opportunité, de l'urgence d'ériger ces localités en communes urbaines en ce moment. Il faut quand même ajouter qu'il y a une certaine logique, parce que ce sont des localités qui avaient déjà été érigées en sous-préfecture, et puisque le découpage est tel que pour celui qui connaît, à chaque sous-préfecture correspond une commune rurale. Donc il fallait aller à bout de l'érection de ces sous-préfectures-là, pour qu'on ait, à côté de l'exécutif sous-préfectoral, qu'on ait aussi une mairie. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas de problème. Et je pense aussi que ça peut être le tout, l'érection en sous-préfecture d'abord, ensuite en commune rurale ou urbaine, parce que Kassa, par exemple, c'est depuis 2014 ou 2015 que c'est devenu une sous-préfecture. Maintenant, la commune aussi vient s'ajouter à cela. Je pense que c'est aussi rapprocher davantage, comme on le dit très souvent, les gouvernés des gouvernants, et ce qui va être un atout, parce qu'on sait, par exemple, dans certaines localités à l'intérieur du pays, pour faire un acte de naissance, il faut parcourir des distances, il faut parcourir des kilomètres, au point que certains ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas faire ce déplacement. Donc c'est intéressant que l'administration aille vers les administrés. Mais moi, je pose deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'est que pourquoi on ne profite pas pour faire de grandes réformes au moment approprié. Et le débat s'est posé ici à un moment de savoir est-ce qu'au niveau de l'Assemblée, il ne faut pas aller au-delà de 114 députés. Faire en sorte que, par exemple, la ville de Kankan, qui est vaste, plus que celle, par exemple, je vais prendre quelle autre préfecture, comme Koya, par exemple, puisse avoir au moins 2 ou 3 députés uninominaux, pour ne pas que des localités dont les tailles ne sont pas égales, puissent avoir le même nombre de représentants à l'Assemblée nationale. On aurait pu faire cette grande réforme en ce moment-là, dans le code électoral, et inclure dans ça un nouveau découpage
découpage administratif en prenant en compte désormais ces localités-là qui ont eu la densité nécessaire pour être érigées en sous-préfecture et en préfecture. Mais je rappelle très rapidement que c'est aussi, ce sont des promesses électorales. Et lors de la dernière élection, on a entendu en Haute-Guinée des promesses tenues, notamment par le ministre de l'administration et le ministre le président même a fait des promesses. Le ministre, par exemple, le cas de Djeliba Koro, c'est à ma présence que la demande a été faite devant Mamadi Diané qui a promis d'œuvrer pour cette localité. Mohamed Diané, je veux dire. Mais rapidement pour terminer, la question fondamentale maintenant à laquelle les gouvernants devraient répondre, c'est la question de l'exécutif communal. On est quand même, on a dépassé, on a fini des élections communales, on a installé les maires. On est, je pense, à 3 ou 4 ans maintenant de nouvelles élections, 2 ans de nouvelles élections. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce sont des délégations spéciales qui vont être mises en place pour gouverner ces mairies-là? Et ces délégations spéciales, comment elles peuvent être désignées de manière à ce que tous les partis... Ce sont des questions qui se posent, oui. On a vu également Alpha Kabine Sidimé qui réclamait à un moment donné l'érection notamment de Sangiana. Non, Sangiana déjà est une sous-préfecture depuis... En préfecture. Non, c'est lui qui réclame l'érection de... Voilà, je vois Quintinia en préfecture. Qui vient faire le syndicalisme ici. Quintinia en préfecture. Sangiana maintenant ne peut que réclamer l'érection de Sangiana en préfecture. Parce que là, vu au constat, au regard des faits, tout est presque acquis. Maintenant, voici ce que je voudrais dire. Les opportunités aujourd'hui. À propos des opportunités. Bon, en partant... des faits sur le terrain, je pense bien que c'était une nécessité aujourd'hui pour des autorités d'ériger certains districts en sous-préfecture. Parce que faites un tour à l'intérieur du pays, surtout dans les communautés, surtout vers Sigiri. Vous verrez que des districts Sigiri et Mangiana, il y a des districts qui prennent en charge la construction aujourd'hui des bâtiments administratifs. J'ai fait un tour à Mangiana où des localités ne demandaient que envoyez-nous des médecins, des infirmiers d'État. L'école, elle est déjà construite. Les exemples sont voilà, tellement dans le foot d'ailleurs qu'en Haute-Guinée. La population réclamée, parce que ça fait partie des critères pour être érigé en sous-préfecture. C'est à peu près 10 000 habitants. Donc, partant de ces critères aujourd'hui, il y a développement humain à la base. D'accord. Donc les infrastructures sociaux de base aussi pour le développement sont aussi installées dans certains districts, bien sûr. Faites un tour, Kerno Suleiman. Ne me contredis pas ici. Faites un tour. Non, lorsqu'il s'agit des infrastructures, je crois que le chapeau peut plus être levé pour la moyenne pour non, c'est parce que tu ne connais pas. Pour le non, j'ai fait le tour de toutes ces régions. Ce n'est pas le tour. Les communautés sont plus astreintes à... Non, les critères de je voudrais préciser. C'est pas aux populations à la base de construire des infrastructures en place. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a des préfectures qui existent depuis de dizaines d'années qui manquent absolument de tout. Je m'explique mieux dans ce cas. C'est bien beau de se réjouir du fait que des localités soient érigées en sous-préfecture. Je parle des critères. Mais derrière, le pari à réussir, c'est celui de doter ces localités-là en infrastructure. Daouda, non, c'est que vous ne comprenez pas. On va aller sur le sujet. On va aller sur le sujet rapidement. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce sont des critères définis par le ministère de l'administration du territoire. Donc, c'est bien là mentionné dedans. Il faut, je ne dis pas maintenant. Il ne faut pas occulter le fait que. Je ne dis pas. Non. Tu me permets de m'expliquer mieux. Non, c'est vous allez attendre. Certainement, vous ne comprenez pas. Je vais dire quelque chose. Je ne dis pas que le ministère de l'administration du territoire impose aux collectivités de construire les infrastructures sociales de base ou bien de construire les infrastructures pour les sous-préfets. Parce que l'État n'est pas là. Non, je ne l'ai pas dit. Mais c'est que ce sont des critères qui sont définis au niveau du ministère de l'administration. D'accord. Non, attention. Justement, beaucoup de sous-préfectures aujourd'hui, avant que l'État n'intervienne, ce sont les communautés qui construisent les différentes infrastructures, les bâtiments administratifs pour permettre à l'autorité administrative de se loger. Je peux vous citer beaucoup de localités qui ont fait la même chose. En 2015, j'étais à Alpha Moussaya. Il n'y avait pas à l'époque une seule infrastructure construite
construites par l'État. D'accord. Mais par contre, Justement. les ressortissants de Ils Alpha émettent- Moussaya ils émettent dans ce les souhait. dans les autres préfectures, certains à l'extérieur se sont D'accord, mobilisés. c'est la- Ils ont construit tout. c'est la Non, différence. Ils ont construit tout pour Attention, permettre à l'État d'avoir des représentants à la base. Ça a été le cas à Kintinia, ça a été le cas dans d'autres localités. C'est pour vous dire que on prend La population je est vous en donne un avance. exemple également, Tindo. Il faut Je vous donne un il faut qu'on accepte de Oui, s'écouter. à Tindo, Amadou Camara, vous avez la parole à présent. à Tindo également, ça a été la même Il chose. faut Oui. aborder le sujet avec beaucoup plus de responsabilité. Je pense que c'est Bon, parce que- Neil non, n'aborde non, avec je- irresponsabilité, non, quand même. Non, c'est vous D'accord. qui vous interprétez les choses comme vous voulez. Je dis une fois encore qu'un État responsable, je ne parle pas de ceux qui sont dans ce studio, d'accord. Un État responsable ne justifierait pas l'attribution à une commune du statut de du statut de sous-préfecture de mairie parce que les habitants de cette sous-préfecture, de cette mairie-là, ont la capacité de construire les infrastructures devant abriter les représentants de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, là où c'est dangereux, c'est que en ce moment, vous privez d'autres localités qui remplissent tous les critères, mais qui n'ont pas les moyens de construire des écoles, qui n'ont pas les moyens de construire des trucs là. Alors que je termine. D'accord, c'était assez Non, John, tu te contredis là. L'un des critères, c'est la construction. Ce sont des commentaires On va avancés à par présent Cameron aller sur Qui l'autre question qu'on se pose aujourd'hui. Je le disais à l'entame après ou en attendant les étapes de Kindia, Bokeh et Fria qui sont d'ailleurs annoncées pour la semaine prochaine. Dubreka a reçu la semaine dernière le passage des bulldozers du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Magasins, boutiques, comme on en a d'ailleurs vu à Conakry, et même des habitations ont été réduits en poussière, il faut le dire, ou en bloc. Avant de décrypter tout cela, on va suivre ce reportage de Mamadou Boulduré. Dubreka, une ville défigurée. Ces citoyens observent ce bulldozer insensible aux cris de détresse. Un conducteur obéissant aux ordres écrase des habitations. Voilà notre maison en état, il y a 9 chambres et 4 douches internes. Il y a plus de 4 chambres qui sont parties en fuite comme ça là. Nous regardons Alpha Condé puisque c'est lui qui a envoyé ces gens. Ils ont gâté là où nous étions et ici aussi. Nous sommes entre ses mains. Ici se trouvaient une dizaine de boutiques et magasins. Après des années d'aventure, Madiou Gumbasso avait fini par s'y installer et c'est là depuis 2005. Aujourd'hui, il a à nouveau l'envie de quitter le pays. Ce qui est plus important, c'est rester ici, travailler, mais à l'heure là, c'est difficile. C'est difficile pour travailler en Guinée maintenant. Parce que ce qu'on va comme ça là, c'est pour déstabiliser notre économie. Donc on n'a pas de choix pour rester. On va essayer, si c'est possible, nous allons quitter. Difficile de dénombrer les bâtiments démolis même auprès de la direction préfectorale de l'habitat de Dubreka. Je ne saurais vous le dire. Vous savez, c'est l'emprise. Nous mesurons 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche. À la rentrée de la préfecture jusqu'au sein de la préfecture, nous dégageons tout ce qui est encombrement physique autour de la chaussée. Ce jeune est très remonté après la démolition de ce bar-café où se retrouvaient les jeunes du quartier. Il estime que l'endroit n'était pas concerné par l'opération et il y a des cas similaires. Mais pourquoi ils sont venus encore dépasser là où la jeunesse se recrée? On est là, il n'y a pas de travail en Guinée. Ça va multiplier le chômage. Cette famille s'est aussi plainte de la destruction de sa cuisine alors que les marmites étaient sur le feu, écrasées avec leur contenu. La directrice préfectorale par intérim de l'habitat de Dubreka rejette toutes ces accusations. Elle parle d'une incompréhension. On travaille avec nos plans, avec les techniciens à la base, on n'a pas dépassé les limites, pas du tout. Tout ce qui est encombrement physique, baraque, motel, bar, tout, on va tout dégager. Ce bulldozer est brusquement tombé en panne au moment où il s'apprêtait à démolir cette maison. Certains parlent de sorcellerie. L'opération se poursuit et les victimes se lamentent désespérément.
Voilà, retour sur ce plateau. Merci à Mamoudou Bouléré pour ce reportage. La question de déguerpissement, on en parlera encore parce que c'est pas fini. À Conakry, les semaines passées, on en a parlé et on va encore en parler parce que Fria attend la machine qu'on a d'ailleurs surnommée Gouverner autrement. Et le bulldozer, il est surnommé comme ça dans les quartiers. Oui, vous avez quand même vu le visage de Dubreka? Oui, j'ai vu un visage triste ici de Dubreka, surtout ceux qui occupent ces encombrements physiques. C'est vrai, ça fait très mal de voir comme ça déguerpir des citoyens guinéens. Mais au-delà de tout ça, moi, ce qui m'agace un peu, c'est quand j'ai écouté la fois dernière le ministre de l'Habitat, le docteur Ibrahima Kourouma, qui disait à qui veut l'entendre, ceux qui occupent surtout l'étendue, cette bordure de mer du côté là, ils ont tenté de monnayer cela parce que il semblerait que des occupants ont payé plus de 3 milliards de francs guinéens et qui sont allés verser ça au compte du trésor public. Donc, voici ce qui m'a tout de suite tiqué sur place quand je l'ai écouté. Comment on peut monnayer ça, par exemple, à un citoyen? Et ceux qui ont les moyens aujourd'hui, ça veut dire que ceux qui ont... Du littoral, bien sûr. Mais Kerno Amadou, qui a les moyens aujourd'hui de s'occuper, de prendre tout le littoral de Yimbaya, qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire? S'il a 3 milliards ou 4 milliards, il peut aller automatiquement verser ça au compte du trésor public. Donc, les règles sont des règles. Il faut les exécuter. Il n'y a pas à monnayer ça. Regardez ce que ces citoyens-là sont en train de vivre aujourd'hui. C'est vrai, c'est des encombrants physiques qu'il faut carrément nettoyer, mais n'oubliez pas aussi à côté que ce sont des opportunités de route. Opportunités pour ceux qui sont là, parce que là, c'est là-bas qu'ils se débrouillent, c'est là-bas qu'ils se démerdent, c'est là-bas qu'ils parviennent à nourrir, à supporter certains frais, surtout des coûts de la vie. Donc c'est là-bas aussi que ceux qui passent viennent aussi s'approvisionner. Parce que beaucoup aussi ont la paresse il n'y a même pas d'abord d'espace pour immobiliser la voiture, il n'y a pas où garer, donc vous êtes obligé de rester à côté juste et puis avoir quelques produits tout près. Donc ce sont des opportunités pour moi. Mais ces gens, ils ont été déguerpis sans mesure d'accompagnement, d'accord, parce qu'ils étaient là aussi illégalement, ils ont occupé cette partie de façon très illégale. Sous l'œil complice, des autorités de l'État. Mais on ne doit pas quand même monnayer ces règles de l'État. D'accord. Mamadi Terna Kamisoko, le cas de Dubreka est illustratif. Il l'a dit, il y a le directeur général adjoint de, je crois, du littoral qui a payé les frais parce que tout simplement, il a dit la vérité. 3 ministres passent sur le littoral à Yimbaya, par exemple, pour demander pour sommer la destruction des constructions qui étaient en cours. Mais si aujourd'hui on apprend que vous êtes capable de payer de l'argent pour continuer à y rester, ça veut dire qu'il y a de quoi s'interroger, Mamadi Terna Kamisoko. Justement, c'est une situation extrêmement complexe, et je le dis, parce que c'est vrai que le déguerpissement au niveau des emprises des voies publiques est un élément important de cette situation. Il y a aussi l'occupation des domaines publics maritimes, qui est, moi j'habite Faban, je sais comment les choses évoluent de ce côté. Et je sais aussi qu'il y a énormément de personnes qui ont fait des remblais au niveau de la mangrove, qui continuent de faire des remblais au niveau de la mangrove. Mais lorsque vous venez vers ces gens, vous leur demandez, ils vous disent qu'ils ont des papiers sur ces endroits, ils ont des titres fonciers, on vous sort même le titre foncier qui date de plusieurs années. Et lorsque quelqu'un a un titre foncier sur un domaine, c'est difficile de l'attaquer. Et même le plan de masse. Voilà, ils ont le plan, ils ont la donation, ils ont le plan de masse, ils ont le titre foncier. Parce que c'est le titre foncier, c'est le titre foncier qui coiffe tout cela. Et lorsque quelqu'un détient tous ces documents, si ce n'est pas une décision juridique, une décision judiciaire qui vient après l'exproprier de ce domaine, vous ne pouvez pas venir un bon matin avec une machine pour démolir le coin. Lui donner donc, seulement... il y a, même une décision donc il y a cet aspect. Il y a cet aspect. Mais ça, c'est... Vous allez avoir votre temps, Thierry Suleiman.
Donc ça c'est la complexité de la chose, mais ça concerne les domaines publics maritimes et d'autres domaines de l'État qui sont aujourd'hui occupés par des particuliers. Concernant maintenant les occupations au niveau des emprises des voies publiques, je le dis, je comprends, c'est dur, c'est difficile à encaisser, mais moi je le comprends. Parce que lorsqu'on est usager de la circulation, lorsqu'on voit l'agression que nos routes subissent en longueur de journée, on se dit, quelque part, il faut que quelqu'un réagisse. Moi, je le vois dans ce contexte. D'accord, vous le voyez dans ce contexte. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont victimes, il y a énormément de personnes qui sont touchées par ces déguerpissements. L'idéal voudrait qu'après ces déguerpissements, que l'État puisse faire en sorte que ces endroits ne soient pas laissés en l'état. D'accord. Que l'État intervienne pour viabiliser ces endroits pour que les populations ou les usagers des routes prennent le plaisir qu'ils avaient l'habitude dans les années 80 de circuler sur les voies de Conakry. Mais si c'est pas fait comme ça, et ça serait dommage. Ces opérations de Conakry jusqu'à Dubreka aujourd'hui, et Kindia, Bokeh, Fria attendent leur tour. Quel constat vous avez fait de tout cela? En attendant, on ne sait pas, Matoto et autres, on entendait le maire dire que tous ces endroits vont être viabilisés, mais il ne semble pas pour l'instant avoir de projets fiables ou des plans de réaménagement. Justement, c'est là que la question pertinente, à mon avis, de l'opportunité de la décision intervient. Parce que pour casser tout ce qui est en train de se faire, même si on est, je crois, tous d'accord ici qu'à un moment donné, quand quelqu'un occupe une parcelle qu'il ne doit pas occuper, c'est-à-dire un domaine public, l'intéressé doit quitter là-bas. Il n'y a pas d'amalgame possible. Oui. Mais encore une fois, la question, c'est l'opportunité et surtout la manière dont les choses sont en train de se faire. Parce qu'on est dans un état quand même où, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de concertation au niveau de ce gouvernement. Parce que on est dans un monde de crise de façon générale. Dans le monde, comment on appelle, est confronté à la crise sanitaire qui est en train vraiment de frapper à plein fouet et à tous les niveaux. Déjà, les populations sont confrontées à cette situation et le gouvernement qui, en même temps, veut qu'il y ait de la résilience, veut que la souffrance des populations soit atténuée, choisit ce moment-là pour venir faire ce qu'il a fait, débarrasser des gens, certains qui vont quitter leur lieu d'habitation, d'autres leur lieu de travail, parce que nous savons tous, le gouvernement le dit à longueur de journée, que l'informel est un élément essentiel dans l'économie guinéenne, et il faut dire même dans le social, parce que c'est là que beaucoup de pères de famille trouvent les moyens de subvenir à ses besoins avec sa famille. Donc, quand c'est le même gouvernement qui déclare l'urgence liée à la santé, la résilience de l'économie, qui vient casser tout, mettre tout dessous pendant cette période, on se pose la question de savoir s'il y a vraiment de la concertation au sein de cette équipe. Et derrière maintenant, c'est l'opportunité. Pourquoi c'est maintenant? Vous venez de le dire, il y a des autorités, notamment des maires, qui déclarent qu'il y a des initiatives qui vont être prises pour viabiliser, mais des semaines après, on ne voit rien venir. À part Kaloum, où déjà, même Kaloum, c'est pas la mairesse, ça, hein? Oui, mais la mairesse, elle était dans cette logique avant même que cette casse ne commence. Donc, on ne peut pas prendre Kaloum comme un exemple de la viabilisation annoncée. Maintenant, derrière, il y a l'aspect titre foncier que Mamadi Ternan Kamisoko évoquait tout à l'heure. Je voulais juste préciser que quand on a le titre foncier, une décision de justice ne peut pas vous exproprier. Non, justement, il peut y avoir expropriation, mais en ce moment, il ne s'agit pas d'une décision de justice, il s'agit d'une décision prise par les autorités et c'est une décision qui s'exécute de façon encadrée. Donc, parce que exproprier, justement, par nécessité. Donc, en ce moment, on exproprie, comme on le dit, le terme, pour utilité remboursant l'intéressé, mais en créant toutes les conditions pour que l'intéressé puisse aller s'installer ailleurs sans préjudice
subi outre mesure. D'accord. Oui, Tcherno Amadou Kamara, c'est vrai que je le disais et ça paraissait incompris pour beaucoup. C'est vrai qu'on est pour la viabilisation des endroits aujourd'hui, mais vu la conjoncture difficile des choses, on serait parti de commune en commune que de s'attaquer à toutes les communes à la fois, surtout qu'on va en parler tout à l'heure. Le Premier ministre annonce des mois difficiles. Oui, moi je note d'abord que, avant de dire ce que j'en pense, je note d'abord qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont faits autour, qui sont de nature à politiser quand même le débat, alors que c'est un débat assez sérieux parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent sans abri, il y a des personnes qui perdent leur commerce, il y en a même qui perdent leur vie, parce que lorsque vous avez passé 20 ans à construire quelque chose et que vous voyez une machine détruire ça en une seule journée, ça peut vous donner une maladie qui peut vous coûter la vie. Mais c'est quand j'écoute certains politiques, c'est notamment le leader de l'opposition, c'est Loudalen Diallo, on l'a écouté en assemblée générale virtuelle samedi, commentant ce sujet. Mais attention, quand il commente ce sujet de 2021, il y en a qui vont lui rappeler ce qui s'est passé. Et je pense que les mêmes méthodes reviennent et je pense qu'il faut faire beaucoup attention là-dessus et ne pas politiser le sujet. Maintenant, pour venir à ce qui est là, c'est que je suis d'accord que l'État, pour des raisons que vous avez tous évoquées ici, des raisons d'utilité publique, ceci, cela, puisse récupérer des domaines qui sont quand même de l'espace public, qui appartiennent. En fait, c'est-à-dire qu'il faut expliquer la notion de public à tout le monde. Ça veut dire que ça appartient à tout le monde. C'est pas parce que c'est dehors, mais c'est parce que ça appartient à tout le monde et 2 ou 3 personnes viennent s'installer. Là, on dégage pour que tout le monde puisse profiter de cet espace-là à travers des aménagements qui sont faits, à travers l'élargissement des voies publiques, à travers ceci, cela. Maintenant, quand on le fait, il faut quand même humaniser l'action. Je pense que le problème aujourd'hui réside dans le fait que les rapports entre gouvernants et gouvernés ne sont pas des rapports civilisés, ce ne sont pas des rapports humanisés. On peut à tout moment venir tomber sur quelqu'un, l'arrêter, on peut à tout moment venir tomber sur quelqu'un, faire tomber sa maison qu'il a construite des années et des années, alors qu'on aurait pu alerter pour dire attention, le gouvernement a un programme d'élargissement de la voie publique en 2000 tel ou en tel, pour ne pas faire ce pilotage à vue là. Les gens peuvent être alertés, ils ont tout le temps de se préparer et se trouver un nouveau Est-ce qu'il fallait d'ailleurs permettre aux gens de construire là, parce que on ne construit pas quand même un immeuble en 2 jours. Non, mais ça c'est l'autre question. En fait, on dit fondamentalement ça ne devait pas être occupé. Ceux qui l'ont occupé ne devaient pas le faire. En principe, ils ont d'ailleurs, dans des conditions normales, ils sont poursuivables parce qu'ils sont venus s'installer sur un domaine public. Ils sont poursuivables. Ceux qui les ont aidés à s'installer sur ces espaces publics-là sont poursuivables. Mais on n'est plus à ce niveau-là parce qu'on a eu des administrateurs véreux, des administrateurs corrompus, des maires, des sous-préfets, des préfets et même des ministres qui ont laissé se construire sur ces espaces publics-là des immeubles, des maisons et des boutiques et tout ça. L'exemple le plus frappant, c'est celui qu'il donne tout à l'heure là, le littoral qui est aujourd'hui commercialisé, qui est aujourd'hui vendu. Mais puisque ça s'est fait, on est dans le processus de récupération et il faut humaniser ça. Mais on a vu par exemple en reportage tout à l'heure le dernier plan qui est passé où on voit un vieux qui est assis, qui pleure, qui cherche à récupérer même ses chaussures. On imagine que lui par exemple il a tout perdu dans cette maison là, alors qu'on aurait pu lui dire 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que là où vous êtes, l'État a besoin d'ici. Est-ce que vous avez le titre foncier? Est-ce que vous n'avez pas? S'il a le titre foncier, engagez une procédure dans ce sens-là. S'il n'a pas le titre foncier, le sommet de quitter. Et il a tout le temps de quitter. Comme ça, on vient, c'est civilisé. Mais là, les conséquences d'ordre, il faut penser aux conséquences. Parce que les conséquences, c'est qu'on crée des sans-abri. Les conséquences, on crée des pauvres. Dans un contexte marqué déjà par 2 crises. La crise sanitaire et la crise économique qui est même annoncée par le gouvernement lui-même. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un pilotage à vue. Alpha Kabine ramène pas la question, elle se pose. On a l'impression que les riches ont plus de privilèges, parce que quand on prend le cas du littoral, on a l'impression que les riches ont plus de privilèges. Il y a des remblais du côté de Kamen et autres, mais on laisse passer. Oui, effectivement, on laisse passer. C'est l'image quand même qu'offre ce déguerpissement, parce que ne serait-ce que voir certaines parties déguerpies. Ils viennent, on pointe 72 heures après, et vous verrez que le pauvre qui a son petit hangar devant est caillassé automatiquement.
Le monsieur qui a élevé un mur carrelé, bien carrelé, on ne touche pas. Le fait est patent, il est tangible là, au niveau de la SIG Madina, ce qui a d'ailleurs suscité un peu certains soulèvements des jeunes de la SIG Madina la semaine dernière. Donc faites aussi le tour de certaines parties de Guerpi. Le littoral, là, vous venez de le dire, je l'ai dit et je le réitère maintenant là encore de nouveau. Si toutefois nous pouvons payer les 3 milliards ou 4 milliards, verser ça au trésor public, je ne vois pas en quoi nous pouvons quand même protéger ce littoral guinéen. Donc, des gens, des riches, des nantis. D'ailleurs, la proposition, est-ce que la proposition vient comment dirais-je, du ministère? Je ne crois pas. Peut-être, il y a de ces personnalités ici, le simple fait de dire le nom, ça fait peur. Donc, s'ils viennent, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat leur dit, bon, là où vous vous occupez, là, vous devez quitter. Maintenant, le monsieur qui se croit bien de quelque chose, il dit, bon, monsieur le ministre, voici, je vous propose ça. Cette offre, donc le ministre aussi qui a peur de la personne, il dira, mais d'accord, si je n'accepte pas l'offre là, est-ce que ça ne va pas coûter à mon poste? Ça, c'est sans compter ce qui est donné, sous la table. Sous la table, comme il y a dessous de l'officiel, il y a l'officieux. Donc, est-ce que ça ne va pas coûter à son poste? Ouais. Donc, le ministre qui est là, il est obligé de prendre l'offre, d'accepter l'offre. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui fait que certains littorales sont quand même occupés par des nantis. D'accord, oui, rapidement. Oui, moi je voudrais dire que je soutiens parfaitement l'idée de Tchorna Amadou qu'il fallait humaniser un peu cette opération qui est en cours parce que c'est des personnes qui perdent pratiquement tout dans l'affaire. Ouais. Et on se rend compte que aujourd'hui, le gouvernement où l'État a été en retard, où l'État a été laxiste dans ce pays pendant des années. Oui. Et lorsqu'on sait que l'État a été en retard pendant des années, l'État a laissé faire pendant des années. Oui. Lorsqu'on veut mener une telle opération d'envergure qui est censée toucher des centaines, voire même des dizaines de personnes ou des centaines de personnes, il faut forcément prévoir des mesures d'accompagnement pour soulager beaucoup de familles. Juste 30 secondes. Rapidement. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, il faut aussi que l'État fasse son rôle. Notamment, il a parlé tout à l'heure de ce qui est de titre foncier. Pourquoi on ne clarifie pas la procédure qu'il faut pour s'installer sur un domaine donné? Combien de temps il faut pour avoir un titre foncier? Combien il faut pour avoir un titre foncier? Oui, ça peut être un autre questionnement parce que parfois certains citoyens s'en fichent pas mal. Hein, et lorsqu'ils ont un domaine, ça doit être clair. Ça doit être clair pour tout le monde et l'État doit faire un effort pour que tout le monde soit clarifié. L'autre question, c'est bien de savoir est-ce que la volonté était vraiment de l'humilier ou vraiment on se soumettait ou on voulait le faire soumettre au respect d'une procédure judiciaire. Le président de l'UFDG, il a passé au moins plus d'1 heure de temps dans le salon à l'aéroport après avoir rempli toutes les formalités, installé confortablement dans le vol qui devait le porter jusqu'à Abidjan. Celui d'Alain Diallo s'est vu sommé de descendre et son passeport confisqué. Tout de suite, sans résistance, il a rejoint chez lui. Mais les voix se sont quand même élevées. On a écouté certains avocats. Je vous propose d'abord ce reportage de Ali Badara Kamara sur cet élément de reportage. Après l'avoir confiné à son domicile, fermé ses différents sièges, Cellou d'Alain Diallo est empêché de sortir de la Guinée. Le premier empêchement remonte aux funérailles de Feu Soumaïla Cissé, l'ancien chef de file de l'opposition malienne. Ce mardi, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée est à nouveau contraint de descendre de l'avion alors qu'il s'apprêtait à représenter le libéral international aux obsèques de Ahmed Bakayoko à Abidjan. Selon lui, un collaborateur du président Alpha Condé aurait informé le président de la République de sa présence dans l'avion. J'ai trouvé un collaborateur d'Alpha Condé dans l'avion, il a dû l'appeler, et Alpha, selon les informations, était dans tout ça, était en colère, il a donné des instructions de ne pas me laisser partir. Cette autre annulation de voyage de l'ancien chef de file de l'opposition guinéenne est intervenue au moment où il avait fini de remplir toutes les formalités. Situation contre laquelle s'insurgent certains alliés de l'UFDG sur le site de nos confrères de Mosaïque Guinée.
Ce qui arrive dans notre pays est inédit, parce que les libertés fondamentales et même élémentaires sont aujourd'hui dans un musulman total. Vous vous souvenez que ce n'est pas la première fois que Cellou a été interdit de voyager. Aussi, son siège et ses bureaux sont fermés. Donc, tous ses droits sont aujourd'hui brimés. Si on pense que c'est comme ça qu'on va gouverner la Guinée, c'est regrettable. En tant que leader politique, nous condamnons ces faits. S'ils veulent inculper Cellou sur n'importe quel plan, qu'on lui notifie cela. Mais l'interdire comme ça, ce n'est pas normal. Les faits dictatoriaux sont visibles depuis un moment. Cellou est en prison même si cela ne se dit pas clairement. Il est interdit de réunion, de manifestation et de voyager. Ses droits sont violés. De l'autre côté, les avocats du président de l'UFDG dénoncent la violation de la liberté de l'homme politique de circuler librement sans contrainte. Selon eux, les procédures judiciaires ont été engagées pour permettre à leurs clients de mieux jouir de ces libertés. Nous comptons user les voies de droit, pour que tous les droits de notre client soient respectés, pour qu'ils soient rétablis dans ce droit. Dans son intervention dans l'émission des Grandes Gueules, Cellou Dalein Diallo a invité ses militants de rester persévérants et la lutte continue. La lutte continue, c'est bien ce qu'a dit Cellou Dalein Diallo. Elle n'est pas facile, mais un jour arrivera où tout pourrait changer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Cellou Dalein Diallo est-il lui aussi dans une autre forme de prison, Thierno Souleymane? On ne peut pas dire autrement, c'est un constat qu'on fait, parce qu'à partir du moment où il est privé de sa liberté, c'est déjà une prison, même si lui il n'est pas corrompu. On se rend compte qu'à chaque fois qu'il a envie de sortir de la Guinée, on lui fait savoir, monsieur, vous ne jouissez pas de vos libertés. Ça c'est un fait. Maintenant, derrière moi, ce que je trouve inadmissible, c'est le fait que cela se fasse juste parce que quelqu'un a envie que ça se fasse. C'est là le problème. Il y a officiellement aucune humeurs, quoi. Humeurs de quelqu'un. Il n'y a aucune procédure qui est officiellement engagée contre Cellou. Il n'a pas reçu de convocation. En tout cas, il le dit ainsi. Oui, non, c'est pas qu'il le dit ainsi. On ne voit pas. Si ça existait, les autorités qui le convoquent l'auraient fait savoir. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, juste parce qu'il estime qu'il a le droit de vie et de mort sur tout le monde en Guinée aujourd'hui, décide que non. Cellou, un beau matin, il doit arrêter de respirer, il doit... Voilà, c'est de l'injustice pure et dure, mais le pire dans cette situation, c'est l'image que cela donne. Ouais, la Guinée renvoie. Parce que c'est lui qui est en train de le faire. Peut-être que dans sa tête, cela exprime toute sa puissance et toute son autorité et même son pouvoir absolu sur tout le monde, mais derrière, ça renvoie l'image d'un pays où voilà, les gens sont privés des libertés, de leurs libertés les plus élémentaires. Et quand on dit que tu mets cela d'un côté et tu mets de l'autre la démocratie dans la balance, après, voilà, tu te retrouves dans un pays où on ne peut pas parler de démocratie. Oui, Alpha Kabine Sidimé, Cellou Dalein Diallo, c'est le lieutenant derrière le violon. Sa famille ne peut plus se déplacer. Même son entourage, ces autres lieutenants qui ne sont pas derrière le violon, sont aujourd'hui sommés de rester dans le pays. Mais est-ce qu'il fallait attendre que le monsieur s'installe dans l'avion pour lui signifier qu'il ne doit pas sortir du pays? Bon, effectivement, je déplore cette situation. Pour moi, Cellou Dalein Diallo est aujourd'hui un prisonnier à ciel ouvert. Un prisonnier à ciel ouvert parce que, à dire vrai, ce qui s'est passé la fois dernière nous a quand même étonnés. Bon, enfin, a étonné une certaine opinion parce que d'aucuns pensaient quand même, avaient la ferme conviction aussi qu'il n'allait pas sortir du pays parce que pour une première fois, il a été bloqué à l'aéroport. Mais sauf que cette fois-ci, non seulement on attend jusqu'à ce qu'il prenne place dans l'avion et on le fait descendre et en plus aussi on le retire son passeport. Donc c'est comme pour dire que il ne doit pas sortir du pays.
Donc ça, c'est désormais connu. Ça, pour moi, je qualifie ça comme un recul démocratique. Maintenant, au-delà de tout ça, est-ce qu'on avait besoin de ça? Si Selou aujourd'hui est interdit de sortir, mais qu'on motive, qu'on matérialise quand même, qu'on lui notifie quelque chose qui prouve effectivement, voici. En tout cas, selon certaines, selon ce que nous sommes en train d'observer de loin. Je dis bien de loin parce que je ne sais pas trop ce qui se passe en dessous, mais quand même de loin, jusqu'à présent, je ne vois pas notifier à Elhadji Cellou Dalein Diallo que vous êtes poursuivi pour ça et ça et ça et ça. On a entendu le procureur. Non, le procureur l'a dit. Le procureur tente de tirer l'opium déjà avalé parce que je ne vois pas. Non, c'est effectivement ça. Parce que non, c'est vrai. C'est nous. Voilà, ce n'est pas une déclaration. On est dans une administration, donc il devrait y avoir un document indiquant voilà, il y a une procédure contre le monsieur. Le procureur dit qu'il a été notifié à Elhadji Cellou Dalein Diallo qu'il ne doit pas sortir du territoire et que la même notification aussi est déposée à l'aéroport international de Conakry. Mais comment cela se fait-il que ces policiers qui ont cette notification acceptent qu'Elhadji Cellou Dalein Diallo remplisse toutes les formalités, viennent s'installer dans l'avion et qu'on vienne ensuite demander d'abord au pilote, au commandant, ceux qui étaient là-bas, au commandant de bord, afin que ceux-là acceptent débarquer Cellou Dalein Diallo dans ces conditions. Déjà d'abord, il y a problème. Et la compagnie, pourquoi demander au commandant de bord de la compagnie d'accepter à ce que Cellou Dalein Diallo descende de l'avion? La compagnie, c'est pour dire déjà, quand on se base sur le droit international, comme avait rappelé Maître Béa, l'un des avocats, une fois qu'un citoyen se trouve déjà dans l'avion, mais il est carrément hors des frontières de ce pays. Donc, est-ce que la compagnie ne pouvait pas porter plainte contre l'État guinéen? D'accord. Oui, Mamadi Terna Kamisoko, et d'aucuns pensent que Cellou Dalein Diallo, dans cette situation, à leur place, eux à la place de Cellou, ils opposeraient un niet catégorique. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait rien, il était obligé de descendre. Non, scandale, dans quel sens? Il va créer comment? Cellou seul face à des policiers ou à des gendarmes, il va faire comment? Non. Il sera obligé de descendre mani militari. Il faut qu'on se dise la vérité. Cellou ne pouvait pas du tout s'opposer et résister. Il ne devait pas résister, il ne pouvait pas résister. Ça allait faire sous-gras pour nous. Je dis... Mais ça fait toujours la une de l'actualité. Mais ce qui reste clair, Cellou ne pouvait pas résister, il ne devait pas résister. À un certain niveau, c'est que je sais. Atteint un certain niveau dans sa vie, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme public, on ne doit pas, homme d'État, il a pris juste à un moment donné, ça, il ne faut pas se permettre. Oui, c'est le temps d'antenne de Ternaoui, allez-y. Je pense que il a vu juste, il a compris que il ne devait pas voyager, on l'a notifié, il a obtempéré, il a quitté. Moi je pense que c'est l'attitude qu'il devait adopter. Maintenant sur le fond de l'affaire, je ne sais pas pour le moment s'il y a une procédure judiciaire qui est engagée contre Elhadji Cellou Dalein Diallo qui l'empêche de sortir du territoire national, parce que c'est de ça il est question. Sinon, il est libre quand même de ses mouvements sur le territoire national. Parce que on le voit sortir. Il était à Dubreka avant-hier, il était récemment au Fouta. C'est pour vous dire que c'est les sorties en dehors du pays qui posent problème. Est-ce qu'il y a une procédure judiciaire engagée dans ce sens qui l'empêche de sortir? Je ne saurais le dire. Mais ce qui reste clair quand même, il ne faut pas oublier un aspect qui est très important, c'est l'autoproclamation de Cellou Dalein Diallo. Est-ce que c'est ce dossier qui le suit? Je ne saurais le dire. Mais ce qui reste clair quand même, le même dossier, c'est le même cas qui se passe pratiquement au Gabon. Jean Ping est dans la même logique. Il s'était autoproclamé président du pays et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je donne des explications qui peuvent être des éléments à prendre en compte dans l'analyse que nous faisons. Parce que c'est quand même un aspect
qu'il faille obligatoirement prendre en compte. D'accord. C'est avant tout un président autoproclamé pour le moment. D'accord, oui. Est-ce que le libéral international qui l'a désigné pour aller le représenter du côté d'Abidjan, était-il dans la dynamique de comprendre effectivement, est-ce que ce sont ces déplacements à l'étranger qui sont vraiment officiellement interdits, parce que le premier cas c'était du côté du Mali, il n'a pas pu, sa femme la même chose, et aujourd'hui c'est le libéral international qui le désigne pour aller le représenter. C'est le Dalen Diallo. Est-ce qu'on peut dire que c'est le même exemple gabonais, c'est un bon exemple? Non, moi je pense que on va tout penser, mais ce qui est en train de se passer, il y a quand même une certaine unanimité autour. C'est quand même de la dictature. Il n'y a pas un autre mot pour le dire. C'est comme dans un royaume. Même dans un royaume, les choses sont plus civilisées que ça. Parce que si il y a une décision, si parce que quelqu'un s'est autoproclamé ou quelqu'un a fait quoi que ce soit, la moindre des choses, c'est qu'il lui soit notifié que pour l'acte qu'il a fait, voilà la sanction. Parce que la loi est claire. C'est pour ça que tout est légiféré. Lorsque vous insultez quelqu'un en public, on dit que c'est une infraction ou bien c'est un délit. Et cette infraction ou ce délit n'est infraction ou délit que parce qu'il y a une autre loi qui vient dire quand on insulte en public, voilà la sanction contre l'intéressé. Mais lorsque vous n'êtes reproché pratiquement de rien, parce qu'aucune convocation ne vous est notifiée, aucune décision de justice ne vous astreint à rester à la maison, et qu'on veut sortir, et qu'un simple coup de fil suffise pour qu'on vous dise que vous n'avez pas le droit de sortir du territoire national, c'est une république dans un royaume, à mon avis. Je pense que même Conté aurait fait mieux, c'est-à-dire aurait été mieux et galant que ce qui est en train de se passer en ce moment. Au-delà du non-respect de nos lois nationales, ce qui est une habitude, ce qui ne surprend pas, je crois savoir dans cette affaire qu'il y a même comment on appelle ça, une atteinte même au droit communautaire. Parce qu'il y a une certaine liberté quand même qui est accordée aux citoyens de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir se mouvoir, de quitter d'un territoire à un autre, et au niveau de la CEDEAO. Mais le premier cas, c'est lorsqu'il a voulu partir au Mali, on l'a interdit d'aller. Maintenant, il veut aller au Sénégal, en Côte d'Ivoire. On l'interdit d'aller. Mais au-delà, après tout ça, on ne voit aucune organisation de la CEDEAO lever le petit doigt pour dire attention, on est en train de violer le droit communautaire en Guinée et il faut que ça cesse. Puisque vous en parlez d'ailleurs. Pour terminer rapidement, il y a quand même un mépris qu'il faut dire. Parce que c'est l'eau, si on s'en tient au résultat officiel, en tout cas de la Cour constitutionnelle de la CENI, de 38% à l'élection présidentielle, c'est l'eau, c'est l'incarnation de 38% de l'électorat guinéen. On aurait pu avoir du respect pour la République, pour le pays et pour ces gens-là, en ayant du respect pour celui qui représente ces voix-là. Ouais, la loi en elle seule est au-dessus de tout. Si on s'en tenait seulement au respect strict des textes de loi, ça, inclusivement, Cellou Dalein s'y retrouverait, chacun de nous s'y retrouverait. Donc, c'est pas la personne de Cellou, encore moins les 38% qu'il a, mais c'est la loi dont on veut le respect. Puisqu'il en a parlé d'ailleurs, la CEDEAO, aujourd'hui, qu'on ne semble pas voir se bouger pour des cas comme ça. Et les avocats des opposants en prison, ce n'est pas que pour Chérif Ba, il faut le souligner de passage, mais c'est pour tous les détenus politiques aujourd'hui. Leurs avocats français ont été, à eux, il a été refusé de visa, mais aussi ils se sont tournés vers la CEDEAO, la cour de justice de la CEDEAO. Quel espoir pour vous aujourd'hui de voir ce procès, ou en tout cas cette procédure prospérer? Mais écoutez, l'espoir doit être grand, et surtout en ce qui concerne ce que cela représente comme possibilité pour les prisonniers de savoir que quelque part, à part la Guinée, quelque part, leur sort peut être discuté et sur la base des textes, sans que ce soit vraiment une décision ou des attitudes à prendre selon la tête du client. C'est important de le savoir. Et psychologiquement, le simple fait qu'on parle d'eux, qu'on ne les oublie pas. J'ai écouté l'un
l'un des avocats, je crois, chez vous, qui a abordé, voilà, les choses sous cet angle-là. C'est important pour eux de savoir que, à part la Guinée où voilà, les choses sont outrageusement politisées, il y a quelque part dans le monde où leur cas, leur situation peut être discutée sereinement et la décision qui s'impose pourrait s'imposer pas du fait de la volonté de quelqu'un de faire mal à un autre, mais du fait que il y a des textes, il y a une légifération qui est faite et il y a des textes qui prévoient une décision soit pour ou contre un individu selon l'attitude qu'il prend. Je crois que c'est là que c'est important. Il y a espoir à ce niveau, vous pensez? Oui, Mamadi Terna Kamisoko, on sait que le FNDC a transmis plusieurs noms à cette même cour de justice de la CEDEAO et beaucoup de plaintes aujourd'hui du FNDC qu'on voit aujourd'hui les avocats venir. Est-ce que l'espoir vraiment est permis qu'il y ait une issue favorable ou une suite favorable à cette situation quand les autres points dorment encore? Honnêtement, en dehors du coup médiatique, je ne vois pas d'espoir. Ah bon? Je ne vois pas d'espoir. Pourquoi? La raison, elle est toute simple. La CEDEAO ne peut pas primer sur la justice nationale. C'est pas possible. C'est la règle de base dans tous les pays. Il faut d'abord quelle pression? C'est ce que je dis. Peut-être la pression dans les médias. Mais en dehors de ça, absolument rien. On a vu le cas ivoirien. Par rapport au cas Guillaume Soro, lorsque le gouvernement ivoirien n'a pas voulu que Guillaume Soro rentre au pays, il a écrit officiellement à la CEDEAO. La CEDEAO a condamné, a intimé même à l'État ivoirien d'accepter de recevoir Guillaume Soro. Mais ça n'a jamais vu le jour. Ça n'a jamais été appliqué. Parce que il y avait déjà une décision nationale qui empêchait Guillaume Soro de rentrer au pays. C'est la même situation. C'est pourquoi je vous dis, parce qu'à ce niveau, c'est là que c'est important de préciser que il y a quelque part où une discussion sereine peut se tenir et une décision peut être prise sans tenir compte de la tête du client. Parce que là, la décision prise par l'État ivoirien en ce qui concerne le cas de Soro suppose que Soro est victime d'abus. Et c'est important de le noter. Même si ce n'est pas passé, comme il a dit. C'est vous qui le dites. La CEDEAO ne l'a pas vu sur cet angle. Je suis désolé, la CEDEAO ne l'a pas vu sur cet angle. Quand la CEDEAO a pris la décision qu'elle a prise, elle était à l'encontre de la décision prise par le président Ouattara. Et ça suppose que le président Ouattara et son gouvernement ont pris une décision illégale du point de vue de la justice. Et c'est de cela que je parlais. La finalité, ça a été quoi? La finalité, ça a été que la décision nationale prise par l'État ivoirien a primé sur la décision de la justice de la CEDEAO. C'est pour vous dire que par rapport à la justice supranationale, je ne vois pas en quoi elle pourrait influencer un État souverain par rapport à un dossier judiciaire. Ce n'est vraiment pas possible. Oui, Thierno Amadou. Ce que je veux dire, c'est que dans les analyses innocentes de mon cher Terna, vous les qualifiez d'innocentes? Oui, je connais sa bonne foi. J'estime que ce sont des analyses innocentes. Il ne le fait pas parce qu'il veut défendre quelqu'un, mais dedans, il pourrait se trouver, on pourrait y tirer des excuses pour l'État alors qu'il y a non, pas du tout. Pas du tout. Je termine. On a un dernier sujet. Je décris les faits tels qu'ils sont. Tels que vous les voyez. Ce que je veux dire, c'est que dedans, on peut trouver des arguments qui pourraient paraître comme des excuses pour l'État. Écoutez, on doit être un peu exigeant vis-à-vis de nos États. On respecte la justice nationale et on respecte les textes à l'international auxquels on est parti. Si on est membre de la CEDEAO, on respecte les textes de la CEDEAO. Mais non, on ne peut pas encourager l'État. C'est une réalité quand même que cette CEDEAO soit sur un dossier judiciaire qui n'est pas encore fini d'être examiné par la justice guinéenne. C'est pas possible. Vous avez vu ça dans quel pays? La procédure est très claire, Terna. La procédure est très claire. La procédure de saisine de la CEDEAO, vous ne l'avez pas apprise seule. Elle est très claire. Maintenant, qu'on saisisse la CEDEAO et que la CEDEAO étudie le dossier, parce que c'est en deux temps. C'est d'abord sur le fond et sur la forme. Est-ce que la plainte est recevable? Qu'elle dise qu'elle est recevable ou pas.
quand elle est recevable, est-ce que ce qui est démontré dedans comme élément par les avocats pour accuser l'État guinéen, est-ce que c'est fondé? Ensuite vient en troisième temps la décision de la CEDEAO en ce moment qui s'impose à la loi nationale parce qu'on a souscrit, c'est pas une dictature, c'est pas des envoyés. La CEDEAO n'a jamais réussi cela. Je termine. Mais la CEDEAO n'a jamais réussi. Vous savez, Daouda a été condamné par la CEDEAO ici. Je vais te rendre service. Oui, j'aime bien le service. Regarde. Le fait que la justice internationale condamne un État est un premier fait. L'autre, que l'État accepte de se soumettre à la décision de la justice internationale, est un autre fait. Maintenant, en tant que citoyens, nous devons être exigeants vis-à-vis de nos États pour leur dire qu'ils doivent se soumettre aux décisions de justice et à l'interne et à l'international. D'accord, oui, Alpha Kabinet Sidimé, cette question quand même, c'est une réalité que c'est vrai que la CEDEAO peut lever le temps, ça peut faire des battages médiatiques, mais concrètement, en matière, on en reçoit peu. Oui, effectivement, comme disait Ternan. Parce que Guillaume Soro, par exemple, il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas grand espoir sur ce dossier du côté de la CEDEAO. Vous savez, les responsables du FNDC ici avaient porté plainte contre certaines personnalités à la CEDEAO. Qu'est-ce que cela a donné? Rien, nada. Donc, aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup? Ça n'a rien donné, mais la procédure est en cours. Bon, d'accord. Non, je termine. C'est que vous dites ce que vous dites non me permet. Thierno refuse d'affronter la réalité en face. D'accord. Tu me permets. Les saisies de la CEDEAO n'ont absolument rien donné. C'est grave ce que vous dites. D'accord. Je ne suis pas là pour dire ce que tu veux entendre. Justement. Je donne mon opinion sur un fait. Et elle est grave, cette opinion. D'accord. Parce que quand vous dites aux gens, ne prenez pas le chemin de la justice. Quand vous dites aux gens ne prenez pas le chemin de la justice, d'accord, je ne dédouane personne. Mais je sais. Non, Dieu est un dictateur. Pour te dire que je ne dédouane personne, je m'oppose quand même à ce que l'État refuse que ces avocats-là viennent. Parce que, non, écoute, je dis que je ne dédouane personne. Vous n'avez pas la parole. Mais seulement tu me permets. Allez-y. Et puisque je ne condamne, puisque je ne dédouane personne, j'ai condamné. Du simple fait que l'État n'accepte pas que ces avocats-là viennent en Guinée. Ça, c'est déjà un recul. Parce que, au jugement de l'actuel président, Alpha Condé, nous avons vu des avocats sénégalais ici, des avocats maliens ici. Et comment ils sont venus? Et qui étaient là? C'était des militaires. On a souscrit à des... Justement. Donc, ça, je ne dédouane pas. Je condamne. Qu'on refuse quand même que ces avocats-là viennent en Guinée. Mais... au-delà de tout ça, maintenant, au-delà de ça, voici ce que je voudrais te dire. Quand tu prends par exemple le fil de l'événement, il y a, dans un premier temps, ces avocats-là n'avaient pas cette possibilité de rencontrer ces détenus politiques. Ces détenus pour des faits politiques. Mais de nos jours, nous avons écouté Maître Béa. Ils viennent quand même rencontrer leurs clients à la maison centrale. C'est déjà beaucoup. Maintenant, non, attention. Attention. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. C'est pas bon signe. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau, mais c'est une procédure quand même. Ce n'est pas un cadeau, mais c'est une procédure. D'accord. Non, ce n'est pas un cadeau, mais c'est une procédure. Aller sur l'autre sujet et pour terminer cette émission, l'adrénaline commence à monter, mais malheureusement, on se dirige vers la fin. Le dernier élément, je le disais, et ce n'est pas moi qui le dis à présent, dois-je mentionner que malgré la résilience dont nous faisons montre, les mois à venir vont être durs parce que les conséquences de la Covid sur le plan international vont se ressentir. Il a dit, le chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, à l'occasion du Guinée Business Forum. On va écouter ce reportage de André Mossier Milimouno et juste derrière, on analyse rapidement. Structurer et animer la concertation entre l'État et le secteur privé, participer à l'élaboration des politiques et stratégies du gouvernement en direction du secteur privé, proposer toute réforme permettant l'amélioration du climat des affaires en Guinée sont entre autres les objectifs de la tenue de cette rencontre. Le gouvernement guinéen, à travers la mise en œuvre de cette plateforme,
démontre une fois de plus l'importance qu'il accorde au secteur privé dans le développement de notre pays. Le secteur privé, quant à lui, réaffirme sa ferme volonté de parler désormais d'une seule voix et d'avancer dans une seule et même direction. Le ministère de l'Industrie et des PME, en organisant ce forum, s'attend à des résultats satisfaisants de la part du secteur privé. Au nombre des résultats, la représentativité des acteurs, une synergie d'action entre les organisations, entre autres. Le processus engagé augure de perspectives prometteuses. J'en suis convaincu et certain. Il conduira à des réformes favorables à l'amélioration du climat des affaires et la transformation structurelle escomptée de l'économie guinéenne. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est revenu sur l'inflation qui gangrène l'économie guinéenne, entraînant la hausse du pouvoir d'achat des populations. Il a ensuite mis l'accent sur la création des richesses qui doit, selon lui, être au centre des échanges entre acteurs du secteur public et privé. Nous allons travailler de concert secteur privé et guinéen et pouvoir public pour que nous engagions des réformes en profondeur visant à capturer une part plus importante de la valeur ajoutée ou des valeurs ajoutées nationales créées ici en faveur du secteur privé guinéen. C'est à ce prix que nous pourrons répondre à la demande de plus en plus forte de nos concitoyens. À la suite de ce forum, sera mis en place un organe de concertation du secteur privé guinéen, un programme d'échange entre le secteur privé et une mise en réseau des acteurs. Merci donc à André Mossier Milimouno pour ce reportage. Quelques minutes seulement nous séparent de la fin. Thierno Amadou Kamara, Mamadi Terna Kamesoko. Alors, Alpha Cabinet Sidi, mais je vais commencer à présent par vous. Et vous avez une minute pour analyser cet autre invite du Premier ministre à serrer davantage les ceintures, si on n'en perdra pas les rênes. Oui, effectivement. Oh non, on ne va pas perdre les rênes, mais juste, je voulais rappeler au chef du gouvernement, à Dr Ibrahim Kassori Fofana, qu'il était là en 2018. C'est lui qui nous a dit ici, d'ici 2 ans, que la Guinée va dépasser la Côte d'Ivoire. De 2018 à 2021, je ne suis pas mathématicien, mais je pense bien que nous sommes, ça fait effectivement 3 ans. La Guinée, justement, non, que ce soit avant Covid ou pas, parce que gouverner, c'est prévoir, hein. Gouverner, se prévoir. Ouais, il l'a dit, hein. La richesse existe. La richesse existe. La richesse existe. On va la partager. Donc, 3 ans après, c'est la même personnalité qui revient devant les partenaires étrangers, devant les nationaux, nous dire aussi qu'il faut serrer la ceinture. Il oublie qu'aujourd'hui, sur le marché guinéen, le sac de riz coûte combien? 320 000 francs. 330 000 francs. 20 litres d'huile, 300 et quelques mille. Le sucre, plus de 400 000 francs guinéens. Pour aujourd'hui, un fonctionnaire qui a les frais de loyer, 1 500 000, 2 millions. Le transport est là. Face à ces coûts élevés de la vie, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous invite encore à serrer la ceinture, à s'attendre, comme l'a dit Mounenembo, l'apocalypse s'annonce. Je n'irai pas aller jusqu'à cautionner ça. Allez-y, je crois que c'est une réalité que le Premier ministre a annoncé à l'allure des choses. Il ne faut pas s'attendre à ce que les mois à venir soient faciles. Oui. D'abord, il y a cette histoire de Covid qui continue. Vous savez que les factures d'électricité sont en train de revenir avec des arriérés, pendant que le gouvernement avait déclaré ici officiellement qu'il payait pour les populations. Les gens se retrouvent avec des arriérés. C'est déjà un problème. La flambée des prix qui est en train de s'aggraver du jour au jour, c'est une réalité. Il y a l'augmentation du carburant
qui est en train de pointer à l'horizon. Avec tout cela, le Premier ministre, je crois que c'est honnête de dire que les mois vont être difficiles. Seulement, il devait travailler avec son équipe, avec la mouvance, pour nous éviter d'en arriver là. C'est là que l'anticipation n'a pas été au rendez-vous. Kamisoko, aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit serrer les ceintures, mais il faut aussi que le gouvernement, les autorités aussi, réduisent leur train de vie. Non, la Guinée traverse une période pas différente des autres pays. Et tous ces pays du monde aujourd'hui connaissent la même crise. Donc, il faut forcément que le gouvernement aide les populations à faire face à cette période de crise qui arrive. Parce que, honnêtement, quelqu'un qui est déjà fatigué par ces crises à répétition, si la même personne est censée faire face à d'autres crises, ça va être extrêmement compliqué. Il faut que l'État prenne des initiatives pour soulager les populations. Que mon homonyme évoque une situation d'honnêteté de discours du Premier ministre, mais il aurait pu être un peu plus courageux pour peut-être parce que lorsqu'on n'a pas pu, lorsqu'il y a entre griffes l'apocalypse annoncé par on n'a pas pu, c'est de dire nous n'avons pas pu et prenez d'autres pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, son rôle, ce n'est pas de nous annoncer des catastrophes. Son rôle, c'est de nous éviter des catastrophes. Et de nous rassurer, de nous je suis vraiment au regret de vous retirer le micro parce que nous sommes au terme de l'émission. Mesdames et messieurs, merci à mes confrères d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous qui avez pris de votre temps pour nous regarder chez vous. Et juste après moi, vous suivrez à 20h le journal de Espace TV, mais aussi, et si c'est ça, le bonheur, avec Lamine Girassi, le turbo, l'étape de Kaloum, c'est à 20h30. Merci de votre attention et au revoir.